Nous sommes à présent avec Marc Touati, économiste et fondateur de ACDFI. Bonjour Marc. Bonjour Nicolas. Alors on va parler avec vous, on va parler donc de la conjoncture mondiale, on va parler des États-Unis, on va parler de ce qui se passe en Europe, mais également des marchés. Tout d'abord, d'un point de contexte général, notre économie aujourd'hui se porte plutôt bien, l'économie mondiale? L'économie mondiale est en ralentissement, je pense que c'est, bon, on l'avait déjà annoncé il y a quelques mois, c'est vrai qu'on a en quelque sorte toutes les prévisionnistes du FMI, de l'OCDE qui sont complètement trompés, pour rester poli, puisque effectivement ils annonçaient que la croissance mondiale allait être très forte. Moi, un peu seul dans mon coin, je disais que ça allait ralentir, et effectivement c'est en train de ralentir. On a les derniers indicateurs avancés, notamment les directeurs d'achat, un plus bas depuis juin 2017, donc c'est pas encore dramatique, mais néanmoins on a un vrai ralentissement qui est en train de s'opérer avec des pays qui souffrent, par exemple l'Inde qui allait très très bien, le Brésil également. Ces pays-là commencent effectivement à ralentir nettement, et ce sont quand même des locomotives au moins dans leur zone géographique. La Chine également, qui est toujours autour des 6 à 6,5% de croissance, c'est pas mal, mais ça n'accélère plus. Les États-Unis, c'est le seul pays qui résiste, qui continue d'accélérer, on va en parler. Puis par contre, le vrai drame, c'est l'Europe, la zone euro, qui s'effondre. On a un effondrement de la croissance. Alors pour l'instant, il n'y a toujours pas de baisse du PIB, tant mieux, on n'est pas en récession, mais quand même, il y a une très forte baisse du PIB qui a déjà commencé, effectivement, donc très forte baisse de la croissance qui a commencé au premier trimestre et qui va malheureusement s'aggraver au cours des prochains trimestres. C'est ce que disent les derniers indicateurs d'achat, ce qu'on appelle les indicateurs PMI. Et puis là, hier, on a eu l'indice ZEW, pareil, un plus bas depuis 6 ans. Donc ça fait un peu peur. Alors on sait pourquoi, on a la crise italienne. Comment est-ce qu'on explique le fait que d'un côté les émergents ralentissent alors qu'on comptait un peu sur eux, et de l'autre côté l'Europe, j'ai pas envie de dire qu'on soit au ralenti total, mais enfin quand même on trouve que ça dure un peu. En fait, il y a deux réponses. La première réponse, c'est que les arbres ne montent pas au ciel. Donc effectivement, on a eu une croissance très forte dans les pays émergents qui continue. Il faut bien que ça se tasse un petit peu, c'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui. D'autant que nous l'oublions pas, on a une dette mondiale aujourd'hui de 240 000 milliards de dollars. Ça veut dire 320% du PIB mondial. C'est quand même une somme énorme. Donc là aussi, on calme un peu le jeu. D'ailleurs, les Chinois veulent calmer le jeu. Eux, ils veulent éviter la surchauffe. Donc ça a des répercussions bien sûr un peu partout, y compris en Inde. Et puis, par contre, nous, la zone euro, le vrai problème, c'est qu'on a une croissance qu'on appelle structurelle de l'ordre de 1%. Donc dès qu'on fait mieux, on a une force de rappel à la baisse. Donc c'est ce qui, aujourd'hui, en fait, on retombe dans la normalité. Ce qui était anormal, c'est ce qu'il y avait avant, quand on avait une croissance à plus de 2%. Maintenant, on revient vers 1%. Alors c'est vrai que la bonne nouvelle, c'est que l'euro a un petit peu baissé, donc ça va quand même soutenir la croissance, mais la hausse des taux longs notamment, donc qui pèse sur les crédits, la crise italienne, on a également des dangers entre le couple franco-allemand, bon, bien sûr les dangers protectionnistes, tout ça font que nous avons malheureusement une situation de ralentissement. Il n'y a pas péril dans la demeure, certes, mais il faut arrêter d'être euphorique, de dire oui, l'euro doit s'apprécier, etc. Non, pendant des mois on a eu cet aveuglement collectif, alors on a voulu dire que ça allait ralentir, on y est aujourd'hui, il faut juste éviter le pire, c'est-à-dire que si effectivement la crise italienne dure encore trop longtemps, si on a une crise en Espagne qui est en train d'arriver, peut-être même en France, on ne sait jamais, j'espère pas, mais on ne sait jamais, donc tout ça fait que ça pourrait encore aggraver le ralentissement. Donc c'est le politique qui viendrait effectivement aggraver le ralentissement économique. Voilà, il y a effectivement le ralentissement économique qui est déjà là pour des raisons de croissance structurelle, et le politique n'arrange pas les choses, et puis surtout il ne faut pas oublier qu'on a des taux d'intérêt anormalement bas, les taux d'intérêt sur les dettes publiques. On pourrait s'attendre qu'ils vont bien remonter. Alors voilà, ils ne remontent pas, pourquoi? Parce que heureusement la Banque Centrale Européenne, vous en parliez, elle va se réunir cette semaine, elle va rien faire, elle ne peut rien faire, elle ne peut pas monter les taux, elle va un petit peu arrêter sa planche à billets, mais elle la maintient quand même au moins jusqu'à la fin de l'année. C'est cette morphine finalement qui nous permet de résister, sinon ça serait évidemment bien plus dramatique. Mais on l'a vu avec le cas italien, en quelques semaines, les taux ont doublé, le taux de 10 ans italien a doublé. Donc ça veut bien dire que, attention, il y a quand même des risques de fort ajustement, c'est ce que j'évoquais régulièrement, comme on est dans un monde de bulles, qui est d'ailleurs le titre de mon prochain livre qui sortira en septembre, on en reparlera, et bien forcément ces bulles, dès que ça ralentit, en fait ça va très vite. Donc on a des ajustements très très forts. Alors tant que ça reste sur les grandeurs financières, ça va. Le problème c'est que maintenant c'est en train de contaminer entre guillemets l'économie réelle, donc la croissance, donc l'emploi. Alors on parlera des États-Unis dans un instant, mais on va rester en Europe pour le moment. Justement, vous parliez de cette crise italienne. Cette crise italienne, on a suivi un peu le feuilleton sur ces dernières semaines avec des gouvernements qui avaient du mal à se former. Là, ça a l'air d'être on a l'impression que c'est un petit peu plus stable, en tout cas qu'on est passé dans une autre dynamique. Qu'en pensez du coup? Les marchés sont incertains pour le coup. Enfin, les marchés c'est un vrai facteur de risque. Oui, tout à fait. Les marchés sont toujours incertains, ça c'est clair. Mais ce que je disais par là, c'est que on a aujourd'hui quand même si effectivement heureusement on a un gouvernement italien, il faut quand même voir le programme du gouvernement italien. Par exemple, une des mesures, c'est que le gouvernement italien veut qu'on enlève du calcul de la dette publique sur PIB. Vous savez que normalement on doit être à 60%. Les Italiens sont à 110, voire ça dépend quel ratio qu'on prend, mais on va dire 110. Eux, ils veulent que la dette détenue par la Banque Centrale Européenne soit enlevée de ce ratio. Donc, comme par magie, effectivement,
on réduit son ratio et donc on va pouvoir encore augmenter la dette. Et une nouvelle à laquelle personne ne croyait au début. Effectivement, on voyait ça dans les programmes, c'était des rumeurs et tout le monde disait mais jamais le gouvernement italien va demander ça. Finalement, aujourd'hui, il le demande. Oui, complètement. Mais je pense que, encore une fois, on est dans un scénario à la Trump ou à la Brexit. C'est-à-dire, globalement, on dit non, mais ça ne va pas arriver. Mais c'était dans le programme, quoi. Donc, les Italiens ont voté. Donc, il faut bien prendre conscience que malheureusement. Alors, il y a quand même une bonne mesure qu'on pourrait d'ailleurs s'inspirer, en France, qui est la baisse des impôts. Ça, c'est plutôt une bonne mesure. Le problème, c'est comment on va la financer. Encore une fois, vu qu'on a une dette publique qui est énorme. Alors, après, il faut aussi comprendre les Italiens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Italie est l'un des rares pays de la zone euro qui n'a pas encore retrouvé son niveau de PIB d'avant-crise, c'est-à-dire d'avant 2008. C'est-à-dire que le niveau du PIB italien aujourd'hui hors inflation est encore 5,5% en deçà de son niveau de 2008. Donc on comprend quand même la souffrance du peuple italien, d'autant qu'ils ont fait des réformes. C'est pas comme nous en France, on n'a quasiment rien fait. En Italie, il y a eu des vraies réformes, une vraie baisse de la dépense publique. D'ailleurs, ils sont en excédent primaire, ça veut dire que hors intérêt de la dette, il y a un excédent public en Italie. Donc voilà, le seul problème, c'est que les mesures qui sont effectivement annoncées aujourd'hui sont un petit peu délicates et qu'on aura du mal à les financer. On l'a vu, si jamais effectivement une instabilité ou si jamais c'est pas financé, eh bien, évidemment la dette publique va augmenter et derrière, on aura des taux d'intérêt qui vont augmenter. Si les taux d'intérêt augmentent, ce qui est déjà le cas, ça casse la croissance, donc c'est le cercle pernicieux qui est en train d'arriver. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on se dit on reste dans l'aveuglement, dans une sorte de paradis artificiel, on se dit il y a un gouvernement donc ça va. Voilà, et puis surtout la BCE va payer, en gros c'est ce qu'on dit, la BCE est là derrière, la zone euro n'est pas mise en question. Bon, moi je pense qu'il faut rester prudent parce que par exemple l'Italie veut renégocier sa contribution au budget européen. Ça c'est quand même une grosse claque à l'Europe. Ouais, bon, sans parler des problèmes des migrants, ça c'est un autre débat, mais je veux dire le vrai enjeu d'un point de vue de l'économie aujourd'hui, je pense que c'est le début de la fin de la zone euro telle que nous la connaissons aujourd'hui. Donc c'est pas grave, c'est pas forcément grave parce qu'il y aura une autre zone euro demain. Mais néanmoins, on se rend bien compte que la zone euro, comme elle n'a pas été terminée, c'est pas ce qu'on appelle une zone monétaire optimale, mais on a effectivement des vrais dangers. Mais imaginons demain l'Italie baisse effectivement ses impôts. Tant mieux pour eux, mais imaginez-nous. Nous les Français, on va avoir un dumping fiscal à nos portes. Donc évidemment déjà ça se produit. Ça va avoir un impact forcément sur tous les pays. Exactement. Donc c'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas rester immunisé contre ce qui se passe en Italie. Là c'est plus la Grèce. La Grèce était 2% du PIB de la zone euro. Là on est à 15,4% du PIB de la zone euro. La dette grecque au plus fort c'était 350 milliards d'euros. Là on est à 2300 milliards d'euros. Mais c'est pas le même ordre de grandeur. Donc on peut pas se dire non l'Italie c'est un peu rien, c'est normal. Donc les marchés restent aveuglés. Alors on sait pourquoi. Parce qu'ils ont cette drogue ou cette morphine, ce que vous voulez, de la BCE, mais quand on regarde la réalité, il y a effectivement des vrais dangers qui malheureusement nous menacent, et encore une fois, cette bulle finira bien par dégonfler. En un mot, la crise espagnole, pour le coup, elle est moins européenne, elle est plus centrée effectivement sur une gestion espagnole. C'est un facteur de risque. Là aussi, il ne faut pas l'oublier, parce que bon, c'est vrai qu'on a eu les dernières élections espagnoles, c'était juste après le Brexit. Parce qu'il faut savoir qu'en Espagne aussi, il y avait le parti Podemos à l'époque, c'est-à-dire le parti d'extrême gauche, qui avait une grande chance de gagner. Puis comme juste avant, il y a eu le Brexit, qui a mis la pagaille sur les marchés, les Espagnols se sont dit on ne va pas encore rajouter, ils se sont calmés. Finalement, ils ont voté effectivement, on va dire, pour un gouvernement à l'époque de centre droit, qui a maintenant déposé le bilan, entre guillemets, qui a démissionné. Mais donc aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y a pas de vraie majorité en Espagne. Donc il y a un nouveau gouvernement plutôt de gauche, mais néanmoins, il n'y a pas de vraie majorité. Donc ça reste quand même ingouvernable. Donc ça aussi, ça va revenir. Et puis l'Espagne, c'est pareil, c'est 10% du PIB de la zone euro. Donc là aussi, évidemment, il y aura. Donc tout ça rappelle que tant que la zone euro, il n'y a pas une vraie stabilité, il n'y a pas, je dirais, un vrai gouvernement, il n'y a pas un vrai budget fédéral, il n'y a pas une vraie harmonisation, c'est très dangereux. Mais donc le problème, c'est que comme personne n'en veut, la dangerosité va s'accroître dans les prochaines années. Et alors donc du coup, les États-Unis qui tirent leur épingle du jeu, vous l'avez dit au début. Tout à fait, ça c'est vraiment la vraie surprise, parce que nous, faut le dire, en Europe, on déteste un peu Trump, c'est vrai. Et du coup, on attendait qu'une seule chose, c'est que ça ne marche pas. Et ben ça marche. C'est-à-dire que globalement, encore une fois, on revient sur les impôts. C'est-à-dire que l'un des seuls pays, vous savez d'ailleurs, de la zone euro qui a vraiment redémarré, c'est l'Irlande. Pourquoi ? Parce que l'Irlande, qui a un taux d'imposition de 15% pour les sociétés, malgré la crise, n'a pas voulu augmenter son taux d'imposition. Donc l'impôt, c'est net. Donc ce qu'a fait aujourd'hui Trump, c'est qu'il a effectivement baissé très fortement les impôts pour tous. Pour les entreprises, pour les fortunés, pour les moins fortunés, donc tout le monde en bénéficie. Et là, c'est vrai que c'est assez incroyable. Pendant que nous, nos indicateurs avancés des directeurs d'achat, ils s'effondrent, aux États-Unis, ils remontent. Donc on pourrait même retrouver 3% de croissance d'ici la fin de l'année aux États-Unis. Je vous rappelle qu'il y a un taux de chômage de 3,8%. C'est le plein emploi. C'est-à-dire que si vous voulez retrouver un taux de chômage inférieur à 3,8%, il faut remonter à 1969. Vous voyez donc. Et en plus, les ménages américains, dans l'indice de confiance des ménages,
du Conference Board, lui aussi il monte. Donc on est sur un plus haut de confiance depuis 2000, avant le 11 septembre, avant la crise Internet, etc. Donc c'est pour vous dire. Donc les Américains, finalement, ils regardent ce qui en bout dans leur marmite, comme on dit, et donc ils se rendent compte que finalement Trump, c'est pas si grave que ça. Par contre, le vrai danger de Trump, faut le dire. Il protège le protectionnisme. Voilà, c'est le protectionnisme. Et là, le vrai danger, c'est qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, pour avoir 3% de croissance mondiale, aujourd'hui on est à peu près à 3,5, je pense qu'on va ralentir à 3,2, pour avoir ces 3% de croissance mondiale, il faut une croissance du commerce mondial en valeur de 10%. Donc c'est là qu'est le vrai danger Trump. C'est que si effectivement on a une réduction du commerce mondial, attention, là évidemment il n'y aura pas la croissance. Mais moi je pense que Trump est avant tout un chef d'entreprise, c'est-à-dire que il est dans la négociation en permanence. Donc il tape du poing sur la table, et puis ensuite on va trouver une solution. L'exemple du Canada, et c'est là où Trudeau a fait quand même une grosse erreur. Il ne faut pas oublier que 75% des exportations canadiennes vont vers les États-Unis. Donc qu'a dit Trump à Trudeau? Il a dit simplement, attendez, qui a le plus besoin de l'un de l'autre? Et donc évidemment, si les Américains mettent des droits de douane énormes sur le Canada, ça va être très dur pour le Canada, et c'est pas la France qui va sauver le Canada, il faut être sérieux. Donc on a besoin de s'entendre, et je pense qu'on s'entendra. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, personne n'en parle, mais il y a 15 jours, les Chinois ont accepté finalement de commander, quasiment de passer 200 milliards de dollars par an de produits américains, c'est quand même énorme, pour éviter justement d'avoir ces droits de douane énormes. Donc je pense que c'est une négociation, et que finalement on s'en sortira. Enfin, il vaut mieux, parce que sinon, là aussi, si les Américains s'en tirent et pas nous, on sera encore le dindon de la farce, nous l'Europe. Donc il faut analyser en fait le G7 comme on a analysé les peurs de guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, comme une négociation permanente. Tout à fait. Avec des coups d'éclat. Alors le seul problème qu'on a quand même, c'est qu'au même moment il y avait un sommet asiatique, donc notamment avec la Chine et également un petit peu la Russie, et là on a vu que ça marchait bien. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier où se trouve aujourd'hui le centre de gravité de la croissance mondiale. Ce n'est pas l'Europe, ce n'est même pas les États-Unis. Le centre de gravité de la croissance mondiale, c'est la Chine et l'Inde. Il ne faut pas l'oublier. Donc nous derrière, c'est malheureux à dire, mais notre poids il est de plus en plus faible dans le PIB mondial. Donc en gros, on rit de nous, effectivement aujourd'hui, notamment en Asie, et ça aussi, Trump l'a bien compris. Donc il ne faut pas rester eurocentré, entre guillemets, il faut voir au sens large, et c'est vrai que malheureusement, je pense que si on continue comme ça, on restera les dindons de la farce, parce que justement, on n'arrive pas à faire des réformes, à dynamiser notre économie, ce qu'a su faire Trump. On peut l'aimer ou pas l'aimer, mais néanmoins, aujourd'hui, ça fonctionne. Alors peut-être qu'il y aura un clash. Ça fonctionnera sur le long terme. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y aura peut-être un clash en termes de financement, parce que le problème, il est là, c'est qu'on a une dette publique américaine à 110% du PIB, vous savez qu'il y a un plafond de la dette aux États-Unis, si on le dépasse, il faut que le Congrès vote. Sinon, il y a ce qu'on appelle le shutdown, ça veut dire on peut casser l'administration américaine. Bon, moi j'espère en tout cas qu'on trouvera effectivement, je dirais, une solution, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est clair que la croissance des États-Unis c'est 3%, nous on retombe vers 1,5%, donc il n'y a pas photo. Et alors très rapidement pour finir, côté marché, du coup, il y a une dynamique haussière depuis un mois et demi. Ça veut dire quoi? Les choses vont plutôt bien malgré ce qu'on a vu sur l'économie? Voilà, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est de l'aveuglement, si vous voulez. Alors j'ai dit il y a quelques mois que j'allais arrêter de faire des prévisions boursières parce que ça sert à rien. C'est-à-dire qu'on n'a pas de corrélation entre l'économie et la réalité boursière. Je suis un économiste, comme vous le savez, c'est un peu comme pour le Bitcoin. Quand il était à 19 000 points, 19 000 $, tout le monde voulait en acheter. Moi j'ai dit attention, c'est une arnaque, c'est très dangereux du moins. Et effectivement. Et aujourd'hui, il est en dessous des 6 000. Il y a aujourd'hui 1400 crypto-monnaies dans le monde. Donc il faut être sérieux, il faut regarder, il ne faut pas oublier la réalité économique. Donc si effectivement les marchés regardent davantage la réalité économique, ils ont besoin de ralentir, ils ont besoin de baisser. Non pas parce qu'il faut que ça baisse, mais au contraire ça va permettre d'avoir une meilleure valorisation et de repartir sur des bases plus saines. Donc oui, je maintiens que malheureusement les marchés sont en danger. Alors ils ne veulent pas le voir parce qu'ils sont dans ce paradis artificiel, mais tôt ou tard, plus la bulle dure, plus effectivement le dégonflement va être difficile à gérer. Merci beaucoup Marc Toiti. Je rappelle donc que vous êtes économiste et fondateur de AC Défi.